messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'Expert en parle, bien entendu sur Diaspora Interaction, votre média de la diversité. Aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir quelqu'un qui est expert, bien sûr, dans son domaine et qui va nous partager son parcours, qui va nous donner sûrement des conseils et qui sûrement nous embrayera dans un monde qui est parfois un peu flou pour certains, mais qui est parfois aussi très passionnant pour d'autres. Alors, celui que nous recevons aujourd'hui est né à Toronto, il a grandi à Sainte-Foy et il a gradué à l'université McGill en droit à Montréal. Il a reçu pendant, bien sûr, ses études plusieurs prix, dont celui du meilleur mémoire. Il a aussi reçu le prix du deuxième meilleur duo de plaideurs. Il est aussi récipiendaire du trophée Cardinal Roy pour son leadership et son excellence académique. Il est président de il a été président de plusieurs associations et il a siégé sur plusieurs conseils d'administration. C'est un homme politique du Parti libéral. Il représente la circonscription de Louis Hébert à la Chambre des communes du Canada dans l'élection fédérale en 2015. Et il est secrétaire parlementaire du ministre de la Santé. Il a été secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et actuellement, il est secrétaire parlementaire du ministre des Finances. C'est un homme très socialement engagé. C'est un homme de cœur. Et comme vous l'avez deviné, nous recevons M. Joël Lightbound. Bonjour M. Joël Lightbound. Bonjour Florent, merci beaucoup de me recevoir sur ton programme et à Diaspora Interaction. L'honneur est pour moi. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui. Alors, de tout ce que j'ai dit, est-ce que en vos propres mots, vous pouvez nous dire, vous pouvez nous partager un tout petit peu votre parcours, votre vie et vos réalisations et les projets dans le cadre de vos fonctions? Je sais que c'est une question à trois volets. Oui, je sais que notre temps est limité. Mais exactement. Pour faire une très longue, une longue histoire courte, oui. Comme tu le mentionnais, moi je suis né à Toronto d'un père anglophone. Je suis arrivé à Québec avec ma mère qui elle est québécoise francophone quand j'avais à peu près 6 mois. J'ai été élevé à Sainte-Foy, j'ai fait mes études comme tu le mentionnais à McGill, j'ai travaillé un peu comme avocat à Montréal après avoir passé le barreau. Et vers la fin 2013, début de l'année 2014, j'avais le sentiment que le Canada n'allait pas dans la bonne direction sous l'égide de M. Harper. La plupart de ses politiques, que ce soit en matière environnementale, en matière économique, du point de vue des inégalités dans notre société, où j'observais qu'il y avait une croissance des inégalités. D'un point de vue de la science, il y avait tellement d'enjeux, et avec le Canada à l'international aussi, où je ne me reconnaissais plus dans la société canadienne. Donc j'ai pris la décision de quitter mon emploi comme avocat à Montréal, de revenir à Québec, chez moi, où j'ai été élevé, et de me lancer en politique. Et donc sous la bannière libérale dans l'équipe de M. Trudeau. Et donc après 2 ans de travail sur le terrain, l'élection d'octobre 2015 est arrivée. J'ai été élu et j'en suis très reconnaissant envers les gens de Hébert. Bravo. Et ici, je puis résumer mon action politique dans ce qu'elle a de plus important pour moi. Ça a toujours été de réduire les inégalités, de viser à ce que chacun ait la chance de s'accomplir à son plein potentiel. Et quand tu me demandes quelle est pour moi la plus grande réalisation, il y a une liste de réalisations dont je suis fier. Il y en a certaines où je n'ai pas été toujours d'accord avec mon gouvernement. Okay. J'ai voté quelques reprises contre le gouvernement. Mais celle dont je suis vraiment fier, c'est l'allocation canadienne pour enfants, qui a été peut-être la plus grande réforme sociale des dernières décennies, en donnant le revenu minimum garanti aux familles les plus pauvres. Juste pour te donner un exemple, ça a sorti 300 000 enfants de la pauvreté depuis qu'on est au pouvoir, 40% de réduction de la pauvreté infantile. Une mère monoparentale, par exemple, comme celle qui m'a élevé, reçoit beaucoup plus d'argent non imposable pour élever ses enfants. Donc je sais c'est quoi le stress financier des familles pour l'avoir vécu. Je sais ce que ça peut faire comme différence dans la vie. Je le vois dans les organismes communautaires que je côtoie ici, quelle différence ça peut faire. Donc ça a été pour moi la politique phare qui a justifié beaucoup de mon engagement et des sacrifices en politique. Oui, on va se rappeler de revenir sûrement à cette réalisation d'allocation dont vous parlez. Cependant, dans le troisième volet de ma question était une question de projet. Oui. Des projets dans le cadre de vos fonctions. Vous pouvez nous en citer quelques-unes?
quelques-uns? D'un point de vue plus local ou plus local? Plus local, ben, un des projets quand je me replace à l'élection de 2015, un des projets, c'est par exemple un centre de prédédouanement pour l'aéroport Jean-Lesage. Donc, faciliter les échanges à l'aéroport avec un centre de prédédouanement américain. Ça, on a obtenu l'approbation des Américains. Ça a passé au Congrès, ça a passé au Canada. Je pensais que ça allait être très, très compliqué. Mais la bonne entente Trudeau-Obama a fait en sorte que c'est allé très, très vite après l'élection. Ça m'a un peu agréablement surpris parce que c'est le premier dossier vraiment, que j'ai porté à Ottawa auprès du ministre des Transports, auprès du bureau du Premier ministre. Ensuite, un autre dossier, c'est le pont de Québec, qui pour moi est très, très important, où là, c'est un petit peu plus long. Ouais, c'est un peu plus long, on ne va pas plonger là-dedans tout de suite. Et donc, ça, c'est un des dossiers qui me tient vraiment à cœur et sur lequel je travaille encore et que j'espère régler là. J'aurais espéré le régler hier, mais je continue d'y travailler très fort. Donc, ça, c'est un de mes projets, disons, plus local. Ouais. Sûrement, ça enclenche avec ma deuxième question. Vous parlez du pont de Québec. Ma deuxième question portait sur les principaux enjeux et les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre circonscription. Et selon vous, comment vous comptez faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans votre circonscription? Bien, ça tombe bien parce que la question par rapport aux nouveaux arrivants, je pense qu'elle est liée à un des enjeux auxquels on fait face ici à Québec en particulier, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Il y a un taux de chômage à 3,8 %, c'est le plein emploi à Québec. Les entreprises se battent entre elles pour obtenir de la main-d'œuvre qualifiée. Et donc, pour moi, c'est clair que l'une des solutions, c'est d'accueillir plus de nouveaux arrivants et de les retenir à Québec. Pour moi, c'est un privilège quand on a des immigrants qui choisissent de s'installer à Québec. D'une part, ça nous enrichit d'un point de vue culturel. Moi, j'ai été élevé dans un bloc avec... c'était l'ONU, là, chez nous, et j'en sors nourri. Avec des voisins roumains, des amis bosniaques, des amis algériens, des amis congolais. Mais d'un point de vue économique aussi, ça Camerounais aussi. Camerounais, bien sûr, je m'en rappelle. Nos amis de Yaoundé. Victor et son fils, ouais, c'est ça. Oui, tout à fait, des amis camerounais qui étaient voisins sur la rue Dijon. Mais ça, mais d'un point de vue social, ça nous enrichit, mais d'un point de vue économique, c'est un must pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Et donc, je dirais que ça, c'est un des grands défis, c'est répondre à cette pénurie de main-d'œuvre. Et ça passe en partie par l'immigration et par une bonne intégration des immigrants. Mais ça, il n'y a pas de solution facile pour le palier fédéral, là, notre rôle est un peu limité. Ouais. Et ça faisait pas partie de mes questions, je rebondis juste sur votre réponse. À votre avis, qu'est-ce qui explique et comment freiner cette fuite de main-d'œuvre du Québec vers d'autres villes? Je pense qu'il faut améliorer la reconnaissance des compétences. Puis ça passe entre autres par les ordres professionnels qui ont un rôle à jouer, donc qui relèvent davantage du provincial, qui relèvent du provincial. Je pense qu'il faut une meilleure reconnaissance des compétences, définitivement. Peut-être un meilleur arrimage aussi entre les entreprises et la main-d'œuvre qui arrive dans différentes régions pour s'assurer qu'il y ait un bon match, si vous voulez. Donc, il y a ces enjeux-là, je pense, mais définitivement la reconnaissance des compétences, on voit trop souvent, et je l'ai vu là, toute ma vie, c'est comme une rengaine qu'on n'arrête pas de répéter depuis des décennies, je pense, au Québec, où tu vois des gens qui ont des maîtrises, des doctorats, qui sont formés dans leur pays, qui arrivent ici et qui ont toute la misère du monde à ce que soient reconnues leurs compétences. Puis ça, je pense que les autres professionnels vont devoir... Est-ce que vous travaillez là-dessus? Mais comme je dis, moi, je n'ai pas les mains. J'ai pas c'est pas de juridiction fédérale. Okay. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, par exemple, à chaque fois que je rencontre mes homologues provinciaux ou des gens qui sont moindrement haut placés dans leurs ordres professionnels, c'est un message que je martèle. Parfait. En fait, actuellement, nous sommes en plein mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Oui, joyeux Saint-Valentin. Merci, joyeux Saint-Valentin à vous aussi. D'ailleurs, merci de prendre du temps. Là. Ça fait plaisir et c'est un privilège d'être reçu par vous. Donc, nous sommes non seulement en plein mois de l'histoire des Saint-Valentin, mais c'est le mois de l'histoire des Noirs. Que vous inspire cette célébration et comment le gouvernement fédéral contribue au bon déroulement de cette célébration ici à Québec, au Canada? Ben, à travers le ministère du patrimoine, on finance par exemple la table de concertation ou la COPAC qui reçoivent des sommes du fédéral pour organiser ces activités-là, pour souligner l'histoire des Noirs, puis la présence aussi des Noirs à Québec, puis leur rapport à la ville, à la province.
Donc ça, je pense que c'est une façon pour le gouvernement fédéral de s'impliquer. D'un point de vue personnel, j'essaie de participer au plus d'activités qui me possible. D'ailleurs, je suis un membre fondateur de la COPAC ici à Québec, un des, bien avant d'être député d'ailleurs. Mais d'un point de vue plus national, moi je pense qu'une des choses dont j'ai été très fier à travailler avec le ministre des Finances, ça a été quand on a dévoilé le nouveau billet de 10 $ avec Viola Desmond dessus, qui est une femme qui a accompli des choses formidables et une inspiration, je pense, pour beaucoup de Canadiens, de reconnaître que l'histoire du Canada elle est bâtie par tellement de visages et tellement de voix, et il faut les voir justement, ces visages, il faut les reconnaître. Donc, oui, je vais donc rebondir sur cette belle réponse, et juste vous dire que oui, ça c'est les Noirs qui ont contribué au développement et bien sûr aux réalisations du Canada. Ceux qui sont là actuellement et qui font beaucoup de choses, ne trouvez-vous pas qu'il y a comme un manque de visibilité, un manque de reconnaissance, et comment comptez-vous contribuer à vraiment améliorer ou à éradiquer ce manque-là? Je vous soumettrai d'un point de vue gouvernemental, beaucoup de nos politiques, par exemple, en matière d'une plus grande participation des groupes sous-représentés dans l'économie, visent à justement à ce qu'il y ait une plus grande participation, reconnaissance des différents groupes qui pour des raisons pour des raisons des fois historiques, pour des raisons des fois de plafond de verre, quand on pense par exemple aux femmes ou aux groupes racialisés, qui n'ont pas nécessairement les mêmes opportunités. Mais il y a beaucoup des politiques qu'on a mis de l'avant qui visent justement à réduire et à ultimement, on l'espère, éliminer cet écart qui sépare encore trop souvent. Super. On va changer un peu de plan. On va retourner sur quelque chose qui vous a touché, qui a touché tout le Québec, qui a secoué le Québec. Le 29 janvier 2017, survenait dans votre circonscription une attaque à la mosquée par Alexandre Bissonnette. Et il y a eu une sentence, je pense que c'était le 8 février, il y a quelques jours, une sentence qui a été décidée de 40 ans. La couronne avait demandé, je pense, 150 ans, et puis finalement le juge il balançait entre 25 et 150, et ça a été de 40 ans contre lui. Moi, pas moi, mais la majorité, les communautés culturelles, ils regardent ça d'un regard quand même assez sérieux, et j'aimerais savoir, pouvez-vous nous dire les mesures qui ont été prises, vu que ça s'est passé dans votre circonscription, les mesures qui ont été prises pour éviter ce genre de tragédie dans l'avenir, et votre avis sur cette sentence? Mesures prises d'un point de vue très pratique. On a doublé le fonds qui vient aider les communautés culturelles à améliorer leurs infrastructures pour être mieux protégées. Et la communauté ici a reçu des sommes importantes à partir de ce fonds-là pour s'assurer d'avoir une protection vraiment physique là, pour éviter ce genre de tragédie, dans la mesure où ça peut les éviter. Mais, ça a été la première des choses. On a doublé ce fonds-là, on a augmenté aussi la période pour y appliquer. D'un point de vue plus en discours, c'est clair que pour nous, le gouvernement, c'est d'avoir des campagnes, d'avoir un discours qui prône l'ouverture, qui défait l'ignorance qui est à la base de ce genre de tragédie-là et de ce genre de gestes violents. Là, ça, c'est la pire représentation qu'on a vue ici, mais il y a des gestes violents à l'endroit de différentes communautés qui sont des fois du vandalisme, qui sont des propos, qui sont des messages. Donc je pense que c'est de défaire ce tissu d'ignorance-là qui a mené à la tragédie du 29 janvier. Et ça, notre gouvernement est à fond dans ce combat pour défaire cette ignorance. Par rapport à la sentence, j'aime mieux, en tant que politicien, ne pas trop me prononcer sur le judiciaire, là, mais je vous dirais que l'avocat en moi reconnaît qu'il y a différents piliers, il y a différents rôles du système de justice pénale. D'abord, protéger la société, punir, mais aussi potentiellement réhabiliter. Et j'essaie de prendre une certaine distance parce que je suis très émotif par rapport à ce dossier-là spécifiquement. Mais je pense que le juge a essayé de sous-peser ces différents événements-là, ces différents piliers-là, en donnant perpétuité, 40 ans, libération conditionnelle. C'est l'impression que j'ai du jugement. Mais, Merci pour votre réponse. Actuellement, je vais juste vous demander, on remarque que l'économie canadienne a connu quelques changements sur plusieurs plans.
Et nous souhaiterons avoir des éclaircissements de votre part, représentant bien sûr le fédéral, sur les programmes à venir en ce qui concerne l'économie sociale et l'équité salariale. Ben, pour l'économie sociale, c'est une question qui me plaît parce que dans la dernière mise à jour économique de l'automne qu'on a présentée avec le ministre des Finances, M. Morneau, il y a un fonds de 750 millions sur 10 ans pour l'économie sociale, pour l'innovation sociale, donc favoriser le type d'entreprise qui a des fois un peu plus de difficulté à obtenir du financement traditionnel des banques, par exemple des organismes à but non lucratif, par exemple des coopératives de travailleurs, des coopératives d'acheteurs, qui offrent des modèles économiques viables, mais qui le font d'une manière un peu plus collective et un peu plus dans la pérennité, puis pour la communauté. Et ça, c'est M. Duclos qui est le chapeau de ça, mais ça place le Canada comme un leader en matière d'économie sociale et d'innovation sociale. J'y crois, ça fonctionne très très bien. Les modèles coopératifs, ça fonctionne très bien. Et le Québec est un expert, un champion là-dedans. Donc ça, je suis très fier de ça. Par rapport à, vous aviez demandé... L'équité salariale. Et l'équité salariale, mais dans le budget 2018, on a placé les jalons d'un plan pour vraiment atteindre le plus possible l'équité salariale au pays, parce qu'on sait qu'on n'y est pas, que les femmes sont encore sous-représentées dans notre économie, dans des postes de leadership, et on a fait différentes choses. Une loi sur l'équité salariale proactive au niveau fédéral, qui chemine, qui est modelée sur ce que le Québec a fait. On a mis, entre autres, en place un congé parental pour les hommes, pas pour les hommes, pour un des deux parents. On a augmenté de 5 semaines le congé parental en disant c'est take it or leave it, là, à prendre ou à laisser si c'est partagé entre les deux parents. Parce qu'on sait que dans les juridictions, comme au Québec, où le congé parental est partagé, les hommes assument plus de responsabilités familiales, les femmes retournent plus rapidement sur le marché du travail, il y a un meilleur équilibre. Et ça a porté fruit dans les pays scandinaves, ça a porté fruit au Québec. Maintenant, on le met à l'ensemble du Canada avec un congé parental partagé pour autant que les deux en prennent. Donc ça, c'est une initiative. Il y en aurait une panoplie d'autres, mais là, je suis un peu stressé par le temps, donc je vais m'arrêter là-dessus. Mais voilà 2 mesures phares, la loi sur l'équité salariale, le congé parental partagé. Mais j'en aurais quand même plusieurs autres qui s'inscrivent dans le même sens. Une question aussi qui est d'actualité, que je ne saurais me... on a encore 2 questions, on a 3 questions, on aura terminé. Ouais. Une question qui est vraiment d'actualité, que je ne saurais taire, ou je ne saurais m'empêcher de vous la poser. On sait très bien que le périple des immigrants ou des personnes issues de l'immigration, en général, c'est très difficile. On parle ici des sacrifices financiers, des sacrifices moraux, on parle aussi des déplacement, je dirais même un déracinement. Si après tous ces déracinements et qu'on arrive, que ces familles arrivent ici et que les cas ne sont pas comme traités, ça crée une certaine frustration. Vous vous en doutez bien que je parle de la loi 9, dont les 18 000 dossiers pourraient ne pas être traités. Bref, vous comprenez très bien la question. Est-ce que vous aurez quelque chose à dire par rapport à ça? Il y a des enjeux par rapport à la loi 9, le projet de loi, adopté, mais qu'on observe et qu'on étudie assez attentivement au fédéral. Je pense que clairement il est rapporté dans les médias qu'il y a des aspects qui passent plus ou moins. Disons avec le fédéral, l'idée d'effacer 18 000 dossiers à titre de personnel. Il y a un antécédent d'ailleurs. Le gouvernement Harper avait fait la même chose, mais je trouve que ça manque d'empathie par rapport à ceux qui ont leur dossier en attente et qui ça aurait pu être traité d'une manière parallèle. J'espère que le gouvernement Legault va clarifier. D'abord, j'espère que le gouvernement Legault va rectifier le tir sur cette question-là. Parfait. Dernière question. Le jeudi 18 janvier 2018, vous aviez tenu une assemblée publique avec le Premier ministre, M. Trudeau, et c'était pour voir comment créer des emplois bien rémunérés et tout. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? On est avec 800 000 emplois créés depuis 3 ans, depuis qu'on est au pouvoir. La plus forte croissance en 2017 des pays du G7. On domine la croissance parmi les pays du G7. Les salaires ont augmenté plus dans 2018 que dans les 10 dernières années par rapport aux autres années. Donc, je pense que
l'économie se porte très bien, les salaires augmentent, les familles canadiennes avec l'allocation dont je vous parlais, avec la baisse d'impôts pour la classe moyenne, une famille typique là, de 4 au Canada, selon l'OCDE, a 2000 $ de plus cette année, en 2019, qu'elle en avait en 2015. Avec la réduction des inégalités dont je vous ai parlé, 300 000 enfants sortis de la pauvreté, avec des investissements dans le logement comme on a fait, avec les investissements en infrastructure qui viennent justement stimuler aussi l'économie. Je pense qu'on a livré pour la classe moyenne, on a livré pour réduire les inégalités à plusieurs égards. Est-ce qu'il en reste à faire? Oui, c'est clair, mais je suis assez fier du gouvernement par rapport à ça, par rapport à venir vraiment aider la classe moyenne, mais aussi aider surtout, c'est une phrase qu'on reprend souvent, mais ceux qui travaillent pour joindre la classe moyenne. Parfait. Donc ma dernière question, quand on arrive ici à vos bureaux, et nous vous remercions de nous avoir reçus à vos bureaux, on voit beaucoup de gens entrer, sortir, et beaucoup de personnes souhaiteraient vraiment savoir c'est quoi le vrai rôle d'un député fédéral. Il est multiple, puis il change d'une journée à l'autre. Les gens qui ont des problèmes tous les jours, quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent? En fait, messieurs, tout le monde qui nous écoute, qu'est-ce qui amène les gens vers vous? Pour qu'ils le sachent et éventuellement qu'ils viennent vers vous. Tout ce qui touche le gouvernement fédéral, vraiment, où il peut y avoir un enjeu, une incompréhension par rapport à une décision qui a été rendue, je vous dirais ici à Sainte-Foy, dans Louis Hébert, 90% des dossiers qu'on traite avec des citoyens, c'est des dossiers d'immigration, demande de visa, de résidence permanente, tout ce qui est des réfugiés aussi qui veulent faire une demande de statut de réfugié, demandeur d'asile. Donc on a vraiment 90% réunification familiale, 90% dossiers d'immigration, mais vraiment on peut aider avec la sécurité de la vieillesse s'il y a un accroc, avec l'allocation, si des fois ça ne marche pas. Et donc, une grande partie du rôle de mon équipe ici, c'est d'aider les citoyens avec ces démarches-là en immigration. Donc, à ceux qui nous écoutent, qui ont besoin d'être aiguillés ou aidés, on est là pour ça. Mais sinon, le rôle d'un député, pour moi, c'est les dossiers politiques pour la région, les dossiers politiques au ministère des Finances ou avec le gouvernement, c'est des médias. Donc, les journées changent. Disons, d'une journée à l'autre, c'est toujours un peu différent. Donc, dépendamment que je sois à Québec ou à Ottawa aussi. Voilà. Okay. Et c'est sûr qu'entre les deux, je préfère toujours être à Québec. Parfait. Donc, un dernier mot à ceux qui vous écoutent. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à adresser, à part tout ce qu'on s'est dit, c'est le moment. Simplement, merci pour votre attention. Puis, c'est toujours un honneur de vous servir. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Alors, c'était... Monsieur le député fédéral, Monsieur Joël Lightbound. Vous avez écouté, j'ose espérer que vous avez tiré quelques leçons, vous avez pu avoir la quintessence qui pourrait vous servir à vous. Aujourd'hui, vous remarquez donc que le cabinet du député, ou alors les bureaux du député, sont ouverts pour vous à toute heure et à tout moment. Et si vous avez des problèmes d'immigration, des problèmes, en tout cas des malentendus, des décisions mal rendues ou vous jugez mal rendues, n'hésitez plus, n'ayez pas peur, les bureaux sont ouverts. Monsieur Joël Lightbound et son équipe que je salue, avec bien sûr à la tête Monsieur Philippe. C'est Philippe ou Philippe? Philippe, Monsieur Philippe que je salue d'ailleurs, et toute l'équipe que je salue et que je remercie. N'hésitez plus, venez rencontrer Monsieur le député, il est ouvert et il en a résolu tant de problèmes, vous avez dû l'écouter et il y en aura sûrement plein qui vont être résolus. Si vous voulez que le vôtre soit résolu, venez au bureau de M. Philippe. Petite bémol. Résolu, au moins que ce soit éclairci. Oui, exact. Si vous voulez que vos problèmes soient éclaircis, on va couper au niveau de résolu, soit éclaircis, venez au bureau de M. Le député Joël Lightbound et le nécessaire sera fait pour trouver des meilleures ententes. C'était Florent Tchatchoua de One International, promoteur Diaspora Interaction. Je vous salue, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois avec le prochain invité. Salut.